Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de Bjeya, du ministère. Personne ne m'entend? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je tiens à remercier d'abord les organisateurs et l'université de Bjeya pour l'accueil qu'elle nous réserve. Bon, alors le titre paraît prétentieux. On m'avait demandé au départ de préparer pour remplir 1h30. Là, la demi-heure est déjà passée. Donc je vais essayer au moins de parler du premier des deux mots qui est là-bas, donc rigueur et intégrité scientifique. Si le temps le permet, j'irai peut-être un peu plus loin, mais sans aucune prétention. Hein, Donc je vais parler d'abord de la rigueur scientifique. Donc le plan que je propose, c'est le suivant. Qu'est-ce que la science? Définir la science, la réfutabilité, les mathématiques sont-elles une science? Le pourquoi et le comment, et les principaux courants épistémologiques. Donc comme je disais tout à l'heure, si le temps le permet, on passera à l'intégrité, donc comment les scientifiques et la science sont-ils perçus, la méthode scientifique, la mauvaise conduite en science, les incidences de la mauvaise conduite en science, comment cela est-il perpétré, et puis proposer une définition de la mauvaise conduite. On va parler peut-être, si le temps le permet, de la conduite responsable, et puis on terminera par un exemple de définition et une conclusion. Donc, qu'est-ce que la science? On va définir la science. Donc, dans le langage courant, le mot science est perçu différemment. Il peut être habillé de plusieurs sens. Le plus souvent, c'est le savoir ou alors la connaissance. Parfois, il a un sens un peu différent, donc chez le commun, c'est le savoir-faire que donne la connaissance. Donc, on dit quelqu'un qui a de la science, c'est quelqu'un qui sait faire les choses. Mais ça reste trop imprécis pour disserter dessus. Alors une définition un peu plus élaborée qui est dans le Robert, donc le dictionnaire, c'est un ensemble de connaissances, d'études d'une valeur universelle caractérisée par un objet qui est le domaine et une méthode déterminée fondée sur des relations, des observations vérifiables. Alors la définition fait référence à un ensemble de connaissances qui sont de caractère universel. C'est-à-dire que ça s'applique à tout. La définition contient en son sein donc une forme de rigueur et d'objectivité. Elles sont sous-entendues dans la définition. Mais ces deux aspects ne sont pas partagés par tous les courants épistémologiques. Alors l'épistémologie, c'est la science qui s'occupe d'étudier c'est pas la science, c'est l'étude des sciences. La définition sous-entend aussi des relations vérifiables. Elle soutient que les sciences sont fondées sur des relations vérifiables. Ce qui sous-entend aussi, vérifier, ça veut dire confronter à la réalité, confronter aux faits. Et aussi un contrôle qui est permanent de la cohérence interne des connaissances, c'est-à-dire essayer d'éviter la contradiction. Donc la cohérence interne d'un ensemble de connaissances ne peut pas, à lui tout, donc la cohérence ne peut pas elle seule donner le nom de science à un système d'idées. Il n'y a que la confrontation avec les faits qui peut garantir cette chose-là. Alors, selon Granger, 3 traits se dégagent de cette définition. D'abord, la science vise une réalité par la recherche permanente et laborieuse et cependant créative de concepts orientés vers la description ou l'organisation de données qui vont résister à la fantaisie de l'observateur. L'observateur ne doit pas faire partie du jeu, il n'est là que pour observer. Sa personne ne doit pas s'impliquer, ni sa personne ni sa pensée. L'objectif ultime est de décrire, d'expliquer, de comprendre et non directement d'agir ou d'influencer. Elle a le souci de produire des critères de validation publics. Tout le monde peut discuter. Évidemment, la personne qui va discuter les données de la science doit être quand même une personne avertie. Elle doit avoir au moins une instruction dans le domaine. Popper a introduit un critère de réfutabilité. Il n'y a pas de science sans réfutabilité, qui précise qu'un ensemble de connaissances, pour être qualifié de science, doit non seulement être vérifiable, mais doit de plus s'exposer à être réfuté par l'expérience. C'est-à-dire que le résultat d'une confrontation avec la réalité. Alors ce critère de Popper est très contraignant. En effet, il force une théorie à
faire au moins une prédiction, la nécessité que cette prédiction concerne une expérience nouvelle dont on ne connaît pas a priori le résultat avec précision et qui est susceptible, qui doit avoir en elle les potentialités pour réfuter la théorie. Est-ce que j'ai sauté? J'ai rien sauté. Alors, la définition que j'ai citée tout à l'heure, elle est un peu plus élaborée. Il y a aussi une définition un peu plus commune, un peu plus accessible à tous. Donc celle-là, elle est beaucoup plus proche donc, de l'idée commune. C'est la connaissance relative à l'observation de phénomènes obéissant à des lois et vérifiés par des méthodes expérimentales. Alors dans cette définition, on relève trois mots, l'observation, l'expérimentation et les lois. Je vais essayer de parler de chaque point. Alors l'observation. Tout travail scientifique commence par des observations. Il y a une observation que tout le monde connaît, c'est la chute de la pomme près de Newton. On ne sait pas si elle lui est tombée sur la tête ou à côté de lui, mais bon. Cette observation a fait germer l'idée de la théorie de la gravitation universelle. Cette histoire que personne n'a vérifiée, ni Newton, qui est peut-être une légende, eh bien, elle illustre toute la démarche scientifique. On observe un phénomène, parfois banal, et on se pose la question comment, ou alors pourquoi. Je reviendrai sur ce point, comment ou pourquoi. L'observation doit être objective et précise. L'observation ne doit pas être influencée par une possible explication qui risquerait de la biaiser. Si on a des a priori avant de commencer à expliquer, alors on peut se tromper. L'observation peut très bien s'aider par des instruments, les télescopes pour voir, les radiotélescopes pour écouter l'espace, les microscopes, les caméras et d'autres choses. Il y a l'expérimentation. L'expérimentation n'est rien d'autre qu'une observation, mais particulière. Elle est réalisée dans un contexte précis. D'abord, le phénomène observé est provoqué, et les conditions d'observation sont optimisées en faveur de ce qu'on veut observer, en minimisant tous les parasites, tous les phénomènes qui ne nous intéressent pas en ce moment-là, c'est-à-dire on focalise sur une chose. Mais pour ça, il faudrait nettoyer autour. L'expérimentation permet de s'affranchir des aléas de l'observation. Donc des phénomènes naturels difficilement prévisibles peuvent intervenir dans une expérimentation. Donc il faut veiller à ce que, à les minimiser ou alors à les cerner, à les mesurer d'une certaine façon. Donc là c'est Newton en train d'expérimenter. Les lois. Donc, si des phénomènes observés font apparaître des relations invariables entre certaines grandeurs mesurables, on peut soupçonner l'existence d'une loi qui les relie, qui relie les grandeurs. Par exemple, la relation qui existe entre, si vous prenez un objet, vous le laissez tomber, on peut se poser la question, quelle relation y a-t-il entre le temps que met l'objet pour arriver et la durée qu'il a mise pour arriver. Donc quand on veille à minimiser, d'abord on minimise les parasites, évidemment, le frottement de l'air est là, il faudrait que l'objet soit pesant pour que cet aspect soit négligé. Alors la relation, donc la loi qui sort de cette expérience, est que la hauteur est proportionnelle au carré de la durée de la chute. Tout le monde connaît ça, je n'apprends rien à personne. Et que le coefficient de proportionnalité est indépendant du type d'objet utilisé. Donc il y a une constante dans le phénomène. Donc le but de la science est de trouver les lois les plus fondamentales possibles. Parce qu'on peut découvrir plusieurs petites lois qui ne sont en fait que des manifestations d'une même loi. C'est le cas par exemple la chute des corps ou alors l'ellipticité des trajectoires des planètes autour du Soleil. C'est un phénomène aussi qui est... Ou alors le phénomène de marée. Tout cela, c'est une expression d'une même loi fondamentale qui est la loi de la gravitation universelle. Donc l'essence est dans la formule qui est là-bas. La réfutabilité. On parle souvent de vérification expérimentale d'une loi. En réalité, aussi surprenant que cela puisse paraître, une loi ne peut jamais être vérifiée. Elle ne peut qu'être invalidée.
C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est justement à ce niveau très important que se situe le caractère scientifique d'une théorie. Pourquoi ne peut-on jamais vérifier une loi? Simplement parce qu'on ne le peut pas. Un seul contre-exemple va invalider la loi. Quels que soient les succès antérieurs d'une loi, quelles que soient les réussites, les phénomènes qu'elle a pu expliquer, il suffit d'un événement pour la décrédibiliser. Cette réfutabilité est la contrepartie de la rigueur scientifique. Donc si on renonce à la réfutabilité, on renonce à la rigueur, parce qu'on a déjà un a priori. Alors, pour illustrer, considérons la loi suivante. Tous les signes sont blancs. Cette loi, après moult voyages partout dans le monde, on a découvert que tous les signes étaient blancs. C'est devenu une loi. Mais un jour, naquit un signe noir. La loi tombe à l'eau. Un seul contre-exemple a invalidé la loi. Alors on peut se poser la question, quel est le sort d'une loi réfutée? Elle peut être utilisée comme une première approximation ou remplacée simplement par une nouvelle loi. Par exemple, je propose celle-là. Une fois qu'on a découvert ça, on va dire tous les signes sont soit noirs, soit blancs. Jusqu'au jour où on découvrira un signe rose. Et alors la loi deviendra. L'exemple le plus important de l'histoire, c'est la réfutation de la théorie de la gravitation universelle, qui a été comprise et comme étant vraiment la chose la plus intouchable pendant des siècles. Une observation astronomique n'a pu être expliquée par cette théorie. C'est simplement que la trajectoire de la planète, donc Mercure, ne suivait pas le chemin qu'elle devait suivre. On a fait toutes les expériences, mais ça ne marchait pas. Donc il y avait quelque chose d'une loi plus profonde qui pouvait expliquer ça. Cela est arrivé avec les travaux d'Einstein en 1916, donc qui a introduit la relativité générale. La théorie de la gravitation universelle est toujours enseignée, elle est toujours utilisée, parce qu'elle est simple, facilement accessible. La relativité générale est beaucoup plus complexe, parce que l'outillage mathématique utilisé est beaucoup plus élaboré. Donc les deux rivaux historiques. Question fondamentale, les mathématiques sont-elles une science? La réponse est non. Les mathématiques sont abstraites. On ne peut ni faire des observations dessus, ni de l'expérimentation. Ce sont des choses qui sont des notions à laquelle la mathématique ne se soumet pas. Que serait la science sans les mathématiques? La majorité des lois scientifiques s'expriment dans le langage des mathématiques. Les autres, elles aspirent à le faire. Les mathématiques sont vues comme un outil sophistiqué, extrêmement puissant, plutôt que comme une science. Les mathématiques, comme disent, ne peuvent pas répondre aux critères de réfutabilité qui est exigé dans l'élaboration d'une science. Donc une science doit être réfutable. Ça n'est pas le cas des maths. Aucune observation ni expérience ne peut les atteindre. Un théorème mathématique n'est considéré comme valide qu'une fois rigoureusement démontré. Mais quand il est démontré, il l'est pour toujours. C'est un acquis absolu. Plus rien ne peut alors le remettre en question. Un point important est tout ce qui se trouve à l'interface entre la science et les mathématiques. La science s'exprime le plus souvent à travers les mathématiques. L'efficacité de cet outil est tributaire de son aptitude à modéliser les phénomènes. Mais les mathématiques ont un atout formidable, c'est qu'elles sont assez souples, difficiles d'accord, mais assez souples pour s'adapter et fabriquer de nouveaux outils pour laisser la science s'exprimer à travers les outils. D'accord ? Alors, par exemple, Newton et Leibniz, je veux dire, parce que ça c'est une guerre historique entre Newton et Leibniz sur qui a introduit le calcul infinitésimal. Newton en a été malade. Donc Newton et Leibniz ont inventé le calcul infinitésimal. Le but c'est simplement pour calculer les mouvements générés par l'attraction universelle. Pour Newton. L'autre il l'a fait pour une autre raison. Donc le calcul infinitésimal était né par nécessité, après la gravitation universelle. Alors le pourquoi et le comment.
la science s'interroge sur le comment et non sur le pourquoi. Très souvent, on a tendance à employer un mot pour l'autre. Dans le langage courant, on ne fait pas nécessairement la différence entre le sens des deux mots quand on parle de science. On observe un phénomène, le scientifique ne se demande pas pourquoi le phénomène a lieu, mais comment il s'explique. Le pourquoi interroge sur les causes, mais également sur les raisons d'un phénomène. Et quand il y a implicitement une interrogation sur le déterminisme, mais ce n'est pas le but de la science. La science n'a pas vocation à répondre au pourquoi, elle ne répond qu'au comment. C'est une autre étape après. Pourquoi la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? C'est une question légitime. On peut répondre à cause de la gravitation universelle. Mais une question va alors s'imposer. Mais alors, pourquoi les corps s'attirent-ils? La science, la loi de la relation universelle, elle n'explique pas le pourquoi, mais le comment. Ah oui. Je vais parler un peu des principaux courants épistémologiques. Alors, il y en a quelques. Il y a les courants de pensée par rapport à la science. Alors, il y a le rationalisme qui a sévi en Europe continentale au XVIIe siècle. Alors, là, on considère que toute connaissance valide provient exclusivement, soit essentiellement de l'usage de la raison. C'est-à-dire, tout est dans la pensée, dans la réflexion. Alors, on peut citer a posteriori, évidemment, parce que c'est Euclide, Pythagore et Platon ont vécu bien avant le XVIIe siècle, mais on leur attribue a posteriori un comportement rationaliste. C'est le cas de Descartes et de Leibniz, qui préféraient le raisonnement déductif comme mécanisme de production de la connaissance, pour faire passer de l'abstrait au concret. Alors, pour le courant rationaliste, l'expérience est totalement exclue du mécanisme. Tout est dans la pensée. Elle peut servir à vérifier ce qui a été déduit. Donc, on réfléchit, ça doit être comme ça et tout, et on peut s'amuser à vérifier qu'on peut utiliser l'expérience rien que pour tester la chose. Alors, elle peut servir à vérifier ce qui a été déduit, et puisque ce qui a été déduit est l'évidence, c'est normal, c'est le fruit de la pensée. Alors, la confrontation à la réalité devient superflue. Bon, c'est un peu extrémiste. Pour les rationalistes, l'ensemble de tous les raisonnements possibles, c'est une idée très forte, l'ensemble de tous les raisonnements possibles englobe nécessairement l'ensemble de toutes les expériences. La raison est suffisante pour distinguer les expériences réellement possibles de celles qui sont de l'ordre de l'imaginaire. Galilée, donc en 1623, avait écrit « Le grand livre de l'univers est écrit dans le langage des mathématiques. On ne peut comprendre ce livre qu'en si on en apprend tout d'abord le langage et l'alphabet dans lequel il est rédigé. Les caractères en sont les triangles et les cercles, ainsi que les autres figures géométriques sans lesquelles il est humainement impossible d'en déchiffrer le moindre mot. » Là, vraiment, ça traduit vraiment la pensée rationaliste. Tout est dans la géométrie. Avant, la géométrie, c'était les maths. Quand on était géomètre, on était... une deuxième pensée, qui est l'empirisme, qui a été donc, très suivi en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. Alors, ce point de vue est radicalement opposé au rationalisme. C'est tout le contraire. L'idée est que toute connaissance provient essentiellement de la seule expérience. Les sciences progressent en accumulant des observations desquelles on extrait des lois par un raisonnement inductif, on synthétise. Cela mène du concret à l'abstrait, le contraire de tout à l'heure. C'était de l'abstrait au concret. Pour la pensée empiriste, ce sont les observations qui rendent compte de la réalité. La déduction est exclue du mécanisme de production de la connaissance, c'est le contraire de tout à l'heure. Elle peut servir d'outil à faire des hypothèses. Le raisonnement peut servir uniquement à produire des idées qui permettent de faire de nouvelles expériences. Donc la réflexion, c'est un vivier pour les expériences, c'est un vivier pour prévoir des expériences. L'induction scientifique y a tendance à conjecturer.
La conjecture, c'est le produit de la réflexion. Conjecturer, ça veut dire émettre une hypothèse, dire que c'est ça et que ça attend d'être vérifié. Alors, d'un ensemble d'expériences connues, on en imagine de nouvelles. Le manque de rigueur d'un raisonnement, de ce point de vue-là, le manque de rigueur d'un raisonnement n'empêche pas nécessairement de contribuer à la progression de la connaissance, puisque la seule véritable rigueur provient de l'expérience. Et aussi, il y a un autre argument, on dit que la nature n'a aucun compte à rendre à la raison. Historiquement, Newton, vu l'importance qu'il accordait à l'expérience, a apporté un grand crédit à la pensée empiriste. Dans les Principia, donc un des livres connus de Newton, il défend que l'observation des phénomènes précède habituellement la démonstration. Là, Newton, en expérimentant, donc, en bas, c'est Leibniz. Donc, il avait des amis très connus qui avaient vécu avant lui. Le positivisme. Alors, il s'inspire de l'empirisme, donc du mode où l'expérience est reine, en s'appuyant sur les faits observables, mais quand même il accorde une grande importance au raisonnement. Il insiste sur le fait qu'à travers les mathématiques ont cette fonction de relier de la manière la plus simple les données expérimentales entre elles. Alors, selon Kant, une science ne devient positive qu'en se fondant exclusivement sur les faits observés. Et dont l'exactitude est généralement reconnue. Il est également incontestable qu'une branche quelconque de nos connaissances ne devient une science qu'à l'époque où, au moyen d'une hypothèse, on a lié tous les faits qui lui servent de base. Ce courant insiste sur le raisonnement inductif qui fait passer des faits aux hypothèses. Cette façon de voir est tout à fait indispensable à l'évolution des sciences. Il dit aussi que les théories qui sont fabriquées, qui sont produites, n'ont aucune valeur autre que celle d'être liées aux faits. La science décrit le comment des choses sans rien pouvoir dire de leur pourquoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la science. La distinction entre les observations, qui est le comment, et les modèles mathématiques, le pourquoi, fait toute la différence entre le positivisme et l'empirisme. Par exemple, pour les positivistes, les infinitésimaux de Newton ou de Leibniz, qui ne sont pas observables, et qui ont été introduits pour les choses dont j'ai parlé tout à l'heure, en l'occurrence calculer les trajectoires des astres, ne sont qu'un artifice mathématique. Ils n'existent pas, mais c'est un bon outil pour permettre d'arriver à expliquer les phénomènes. Pour les positivistes, les modèles n'ayant aucune valeur en eux-mêmes, la possibilité est ouverte à la coexistence de plusieurs modèles différents. Les modèles n'ont qu'une valeur, n'ont en eux-mêmes aucune valeur, mais ils permettent d'expliquer, ce qui permet de faire cohabiter parfois des modèles d'apparence contradictoire. Par exemple, quand on regarde le débat qui a existé entre le modèle corpusculaire de la lumière, qui était dû à Newton, et le modèle ondulatoire qui était dû à Fresnel. Tous les deux parlent de la lumière. Les observations peuvent être expliquées, certains phénomènes sont explicables par l'un des points de vue et d'autres par l'autre. Ce phénomène est resté plus tard. En mécanique quantique, on a le même... Alors, le constructivisme, ce courant de pensée est attribué à un mathématicien hollandais qui est connu de tous les mathématiciens, qui s'appelle Brouwer. Alors, fonder toute la mathématique sur un seul système cohérent et complet. Et
Cette école, donc, elle a dégagé... Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Cette question, elle a dégagé 3 courants de réflexion. Il y avait l'école logistique, ceux qui pensaient que tout pouvait être déduit par la logique de la logique, que tout l'édifice mathématique pouvait être construit sur des propositions logiques. Ça implique ça et ainsi de suite. Il y a aussi l'école formaliste qui a tenté de démontrer la consistance des actions fondamentaux des mathématiques, c'est-à-dire on axiomatise la mathématique. Axiomatiser, ça revient à dire, voilà, choisir un ensemble d'idées qui sont considérées comme évidentes, qui sont admises par tous, et on bâtit tout le reste sur cela. Ça, c'est l'école formaliste qui était défendue par David Hilbert. Il y a aussi l'école constructiviste qui était donc défendue par Brouwer, qui n'accepte qu'en vrai que ce que l'on peut construire en un nombre fini d'étapes. Très important, un nombre fini d'étapes, à partir d'idées que l'intuition accepte comme vraies, c'est-à-dire à partir essentiellement d'axiomes. Là, on voit Hilbert et Brouwer. Alors, avec le temps, les logistiques ont fini par accepter l'impossibilité de cerner toute la mathématique par la seule construction logique. Ils se sont rendus compte qu'en fait, s'ils voulaient cerner la mathématique par les constructions logiques, ils avaient besoin d'utiliser des théorèmes de mathématiques. Vous voyez? C'est-à-dire définir l'objet par lui-même. On veut définir quelque chose, et on recourt à l'intérieur de l'objet à des outils de l'objet qu'on veut décrire. Donc l'impossibilité de cerner toute la mathématique par les seules constructions logiques sans recourir à des résultats provenant de la mathématique elle-même. Les formalistes, ceux-là, donc de l'école de Hilbert, ont perdu toutes leurs illusions en 1931, quand Gödel a montré l'impossibilité de démontrer la consistance de toute théorie mathématique assez riche pour contenir la théorie des nombres. La théorie des nombres, c'est avec elle qu'a commencé la mathématique. La théorie des nombres a été axiomatisée par un mathématicien italien, donc au XIXe siècle, qui s'appelle Giuseppe Peano. Et après, donc, on a essayé d'élaborer d'autres théories mathématiques plus générales. Donc, on a axiomatisé les mathématiques. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie ZF de Zermelo-Frankel, à laquelle parfois on ajoute ce qu'on appelle l'axiome du choix, qui est un outil qui a été rajouté plus tard parce qu'on s'est rendu compte que souvent on utilisait quelque chose sur laquelle on n'avait jamais réfléchi, et ça s'appelle l'axiome du choix. Alors, si on prend la théorie donc, classique, qui est due à Zermelo et à Frankel, et si elle est assez consistante pour contenir la théorie des nombres que tout le monde connaît, des nombres entiers. Gödel a démontré qu'il était absolument impossible de démontrer sa consistance. C'est quoi la consistance? La consistance, c'est la non-contradiction. C'est-à-dire, si on peut se poser la question suivante, est-ce que dans l'édifice mathématique, je peux, si je démontre une proposition, est-ce que je suis sûr de ne jamais démontrer le contraire? La réponse est, je ne peux pas répondre à cette question. Pas moi. La science ne peut pas répondre à cette question. C'est justement c'est le travail qu'avait fait Gödel dans les années 30, dans les début des années 40. 30, pardon. Les constructivistes, eux aussi, ils ont fini par laisser tomber. En conclusion, il est donc impossible de réunir les mathématiques en un seul système cohérent et complet, qui ne contienne une composante subjective que les constructivistes appellent l'intuition. La mathématique, elle a beau être... mais elle a un souci. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire des théories consistantes, c'est-à-dire non contradictoires. Je peux citer au moins, il y a un mathématicien américain qui s'appelle Edward Nelson, qui a fabriqué une théorie des probabilités où il démontre qu'elle est consistante. Mais cette théorie mathématique, elle est totalement indépendante du reste. Il a construit l'axiomatique, élaboré la théorie et démontré sa non-contradiction. Barrow dit « Les mathématiques marchent sur 2 pieds, l'intuition et la logique. Le premier pas relève de l'intuition, la logique vient ensuite.
Le courant constructiviste n'affirme pas l'existence d'une réalité ultime, mais affirme qu'on ne peut pas la connaître. Elle est inatteignable. Pour les constructivistes, il y a une réalité dont on ne peut que s'approcher. Elle est trop loin. Et le dernier courant dont je veux parler, c'est le courant qui est actuellement le réalisme. Ce point de vue propose que les modèles scientifiques ne sont que des approximations d'une réalité objective qui existe indépendamment de l'observateur. À l'inverse du rationalisme, de l'empirisme, ce courant ne retient pas un mécanisme précis. Les premiers se sont un peu embrigadés dans une façon de faire. Les uns ont dit il n'y a que la réflexion qui doit présider, les autres ont dit il n'y a que l'expérience qui doit présider. Ce courant, il se met entre les deux. C'est un courant de compromis. Il reconnaît une certaine complémentarité des différentes approches. Maintenant, si on cite par exemple la fameuse phrase d'Einstein « Dieu ne joue pas au dé », elle est très connue cette phrase, Einstein s'adresse aux positivistes, en particulier à Niels Bohr, le physicien, Niels Bohr prétend que l'incertitude quantique, c'est la fameuse incertitude de Heisenberg, c'est-à-dire il y a un aspect auquel on ne peut pas accéder. En mécanique quantique, si on prend une particule, si on connaît sa vitesse, on ne sait pas où elle est. Mais si on sait où elle est, on ne connaît pas sa vitesse. C'est ce qu'on appelle l'incertitude de Heisenberg, ou alors l'incertitude quantique. Alors, Bohr pensait que l'incertitude quantique, puisqu'elle est toujours mesurée, est une propriété intrinsèque de la réalité. Cela a toujours été contesté par Einstein, et qui a sorti la phrase « Dieu ne joue pas au dé ». Parce que là, il y a un aspect probabiliste, et Einstein a toujours pensé que la probabilité ne peut pas présider à la description de l'univers. En haut, c'est Einstein, et en bas, c'est Niels Bohr. Je vous invite à lire les trucs en rouge de Einstein. Bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Alors, les travaux de Michelson sur la lumière et ceux d'Einstein sur la relativité restreinte ont contribué à affaiblir la position positiviste et à conforter celle du réaliste. Ils ont rejeté l'idée de l'éther. Alors l'éther, c'est une idée qui a sévi. C'est qu'on n'acceptait pas le vide. On pensait que l'univers baignait dans une sorte de substance, et cette substance dans laquelle baigne l'univers s'appelle l'éther. Il a fallu du temps pour que cette idée soit... Certains la défendent jusqu'à aujourd'hui. Les travaux de Rutherford sur les noyaux et ceux de Bohr sur les orbites des électrons ont encore renforcé l'idée de l'existence des atomes. Dans ce cas, la position réaliste reconnaît une certaine réalité aux modèles développés qui se veulent des approximations de plus en plus justes d'une réalité unique. Il y a une réalité. Donc, le courant réaliste, il est réaliste, même au sens... il est très présent dans la pensée contemporaine. C'est une vision, pour le moment, la vision la plus authentique relativement à la science contemporaine. Alors, il y a deux façons de voir. Il y a le réalisme qu'on appelle naïf, qui a tendance à confondre le modèle avec la réalité. C'est la pensée la plus courante. Les gens, quand ils font de la science, ils ne se posent pas la question sur... on oublie ça. On pense qu'on est en train de découvrir la réalité. Et il y a ceux qui sont un peu plus critiques, qui pensent que les théories sont vues comme des approximations successives de la réalité. Je me réfère à l'explication donc de la loi de la gravitation et de la relativité générale. Il y a des phénomènes qui ne sont pas expliqués par la gravitation universelle, mais la gravitation universelle est une très bonne approximation. Là, en arrivant, on a discuté du GPS. Le GPS ne peut pas se contenter de la gravitation universelle pour aiguiller les gens. On a besoin de relativité générale. Le GPS utilise la relativité générale. La gravitation universelle ne suffit pas pour localiser avec précision.
L'intégrité en science. Alors, quel est le sens de cette appellation? Alors, souvent, l'intégrité sous-entend honnêteté, probité, droiture morale et même la perfection. C'est ce qu'on attend du scientifique. Le scientifique doit être irréprochable. Mais la réalité est un peu différente, parce que la recherche en sciences est un processus que nous utilisons pour récolter du savoir autour de nous. Ce processus est perçu par les gens comme, je parle des gens, les gens qui ne sont pas dans la recherche scientifique, ils sont tous convaincus que la science, elle est systématique et exacte. C'est-à-dire, ce qu'elle dit est vrai et incontestable. Mais les gens qui travaillent dans la science défient cette façon de voir. Ils sont quand même, ça ne se passe pas comme ça. La bonne méthode scientifique, on ne la trouve pas généralement dans la pratique de la science. Aucun scientifique ne va vous raconter d'abord comment il a trouvé. Et il vous racontera après ce qu'il a trouvé et il le décrit d'une manière tellement smart que vous ne savez pas comment il l'a trouvé. Mais il dit, voilà. Et on a l'impression que ça s'est déduit d'une manière logique, il a suivi un raisonnement construit et tout, qu'il a fait. La réalité, c'est que pour arriver à un résultat scientifique, on souffre. Par ailleurs, donc, qui oserait disputer la science, à la science sa capacité à expliquer la nature et le monde physique? Ça, dans le domaine public, les gens sont convaincus que la science explique tout. Donc, à cause de cette idée-là, l'intégrité doit prévaloir dans l'activité de la recherche scientifique, dans l'expérimentation et dans l'interprétation. Elle est attendue parce que la science est basée sur des fondements de confiance et d'honnêteté. Il a toujours été évident que mentir, tricher ou voler dans la conduite de la science est une grave faute. On est tous choqués lorsqu'un scientifique reconnaît avoir falsifié ou fabriqué. Il y a des exemples célèbres. Les données doivent être reproductibles, les découvertes doivent être vérifiables, et jamais la tricherie ne doit être couverte ou dissimulée. Je ne suis pas en train de donner des conseils ou des leçons à qui que ce soit, je ne fais que rapporter. Le recours à l'expérimentation, la collecte de données et l'interprétation de leur sens constituent en lui-même un système d'audit. La science, telle qu'elle est pratiquée, elle se teste elle-même. Elle a une sorte de nature autocorrectrice. Alors les résultats qui sont falsifiés, fabriqués, ne peuvent théoriquement, et peut-être naïvement aussi, pas échapper à ce processus. Il faut être conscient que les résultats faux ne peuvent apporter la moindre contribution à la compréhension des problèmes. Ça, je suis en train de revenir. Comment les scientifiques et la science sont-ils perçus? Pour pouvoir définir la notion de mauvaise conduite en recherche, on doit d'abord comprendre comment les scientifiques font leurs recherches et comment la science est faite. D'abord, la science, c'est l'œuvre de l'homme. L'homme est faillible, impulsif, impressionnable, et il est subjectif. Il peut faire des erreurs. Il peut aussi se tromper en faisant des erreurs, ne sachant pas qu'il a fait une erreur, rationaliser ces erreurs, c'est-à-dire essayer de leur trouver un sens rationnel. Et ceci peut conduire inévitablement à tromper les autres. Si on a confiance en cet individu, et si on a l'habitude de lui faire confiance, et s'il s'est trompé, on ne va pas douter de lui. Et donc, ça va passer. On parle souvent de sciences négligées pour décrire certains comportements. Mais la frontière entre les sciences négligées, qui sont le fruit de l'erreur, et la tricherie, c'est assez flou. Qui va dire quand est-ce que si la personne a vraiment triché ou si elle s'est trompée? On pourrait dire naïvement que la mauvaise conduite est avérée dès qu'il y a une tromperie délibérée. Mais qui peut prouver qu'il y a une tromperie délibérée? Prouver que quelqu'un a consciemment falsifié, fabriqué des données ou volé des idées de trucs peut s'avérer extrêmement difficile. Cela n'empêche que chaque année, un nombre croissant d'affaires coupables sont rendues publiques en établissant des preuves ou par des aveux. Donc le grand public, autant que les scientifiques, ont conscience de la responsabilité qui accompagne la recherche
Cela est particulièrement vrai dans les sciences médicales. Les gens sont particulièrement sensibles à tout ce qui touche au biomédical. Donc les scientifiques sont confrontés à la difficulté de récolter des fonds, à justifier l'utilisation des animaux, recourir à des expériences sur les humains. Et ils doivent aussi expliquer cette fameuse phrase, pourquoi est-ce que la guerre contre le cancer n'est pas gagnée? Parce qu'ils reçoivent de l'argent depuis toujours et n'ont toujours pas réussi à éradiquer cette maladie, ou ces maladies. Cette situation ne plaide pas en leur faveur. D'un autre côté, pour le grand public, la science reste le meilleur véhicule pour découvrir la vérité. Le grand public ne comprend pas le désaccord entre les scientifiques, ni la controverse. Les gens ne comprennent pas pourquoi deux scientifiques peuvent entrer en guerre. Pourquoi? Parce que la science, elle est censée dire la vérité absolue. Comment se fait-il que lui, il dit ça et l'autre dise autre chose? Les gens ne comprennent pas non plus que la science puisse se réviser. C'est-à-dire, elle donne une explication à un moment donné, puis après, elle en donne une autre. Parce que l'expérience a été mieux faite, plus élaborée, et les résultats qui sont sortis nous forcent à proposer une autre interprétation. C'est dans la nature même de la science que de se revoir. C'est le mode général de fonctionnement de la recherche. Mais le public ne peut pas le comprendre parce que c'est situé à un niveau beaucoup plus élevé. Cela peut être perçu comme une confusion et parfois on accuse même facilement, si on ne comprend pas, on a tendance à dire il y a tricherie et on doute de la science. C'est un mythe que de croire qu'un scientifique doit être vertueux, droit, imperméable à l'ambition personnelle et incapable de mauvais comportements. Ben, ce sont des hommes. C'est très difficile de faire abstraction absolument de soi-même et d'exercer la science. L'hypocrisie est là, parce que c'est l'homme qui fait la science. Le comportement humain fait partie de la recherche et peut avoir une réelle influence sur la manière dont cette recherche est menée. Le comportement modèle d'un scientifique, et il peut varier d'un individu à l'autre. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement modèle? Ça va dépendre de comment on le perçoit. Ce sont des citations. Gardons-nous de chercher ce qu'on ne peut atteindre. Et puis, la deuxième, il y a deux catégories de chercheurs, dont les uns ne seraient que des manœuvres, tandis que les autres auraient pour mission d'inventer. L'invention doit être partout, jusque dans les plus humbles recherches de faits, jusque dans l'expérience la plus simple. Là, il n'y a pas un effort personnel et même original. Là où il n'y a pas un effort personnel et même original, il n'y a même pas un commencement de la science. Bon, la dernière, il vaut mieux ne pas réfléchir du tout que de ne pas réfléchir assez. La méthode scientifique. C'est quoi la méthode scientifique? La méthode scientifique, ça revient à ces points qui sont cités là. Alors, d'abord, l'attitude, c'est d'identifier un manque de savoir, donc un vide, une lacune dans le savoir. On pose les bonnes questions. On pose des questions, pas nécessairement les bonnes questions. Les données sont étudiées, et puis une hypothèse est formulée pour expliquer les faits. On regroupe les données, on les analyse, on les interprète dans une démarche qui vise à vérifier l'hypothèse. Les résultats peuvent soit conforter, soit réfuter l'hypothèse. Mais une hypothèse n'est jamais prouvée. Une hypothèse ne peut être que réfutée, elle ne peut être qu'invalidée. C'est la science. L'étude d'autres hypothèses plus spécifiques dérivées renforce les acquis en leur faveur et conduit à la genèse de la théorie. Donc la théorie évolue, une théorie s'élabore avec hypothèse, vérification, d'autres hypothèses et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fabrique une théorie. Ça prend du temps. Les théories tiennent compte des hypothèses fortement supportées par les résultats et englobent les idées déjà largement admises et acceptées antérieurement. Les théories sont naturellement susceptibles d'être infirmées. Elles ne peuvent être prouvées. Quand une hypothèse est mise à mal, les résultats initialement obtenus pour la supporter sont souvent utilisés pour affiner et servir à construire d'autres hypothèses et le processus continue. Une hypothèse qui a été rejetée peut inspirer de nouvelles hypothèses. Ce qu'on doit retenir,
c'est que la valeur d'une hypothèse réside fondamentalement et essentiellement plus dans son aptitude à stimuler plus de réflexion et plus de recherche que dans sa justesse au départ. Certaines hypothèses, en mathématiques par exemple, ont résisté longtemps. On n'a pas pu arriver à la preuve, mais entre-temps, beaucoup de résultats ont été obtenus. Je ne citerai pour exemple le fameux théorème de Fermat, qui a résisté pendant 3 siècles et demi, mais il a été démontré en 93, mais avant d'être démontré, il a permis à la mathématique de se développer d'une manière considérable. La recherche ne se passe pas de la manière la plus systématique qu'on attend. Si vous prenez un livre, vous allez lire le livre, c'est remarquable, les livres ils sont bien écrits. Ça commence par une introduction. On a l'impression que la personne qui a écrit le livre, elle est en train de raconter le déroulement de son expérience. Ça n'est jamais la réalité, c'est du théâtre. Parce que la réalité, c'est que les découvertes scientifiques, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une souffrance permanente. Mais on a tendance à ne pas livrer ces souffrances. On livre le résultat bien maquillé, bien édulcoré, mais ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Certains reprochent aux gens de ne pas raconter leurs souffrances, parce que c'est un enseignement. Et les gens, souvent, certains gens qui réfléchissent sur ces questions, reprochent donc à ce que les gens ne racontent pas. Nous connaissons un exemple. Il y a un mathématicien français qui s'appelle Villani, qui a raconté dans un livre la souffrance qu'il a vécue avec son co-auteur pour démontrer un théorème. Mais le théorème leur a valu la médaille Fields. Le livre s'appelle « Théorème vivant ». Ça ne ressemble pas du tout à un récit habituel, c'est d'ailleurs. Oui. D'accord. Il n'y a pas une seule méthode scientifique. Les stratégies sont très variées. L'exploration utilise des techniques diverses. Il est rare que le processus soit ordonné, même si les publications scientifiques souvent présentent leurs informations d'une façon qui suggère une démarche logique dans la progression de l'investigation. Quand on lit un article, on est admiratif parce qu'on a l'impression que le gars, il a eu l'idée, puis ça ne se passe pas comme ça. Il est plus éclairé de présenter la méthode scientifique comme un idéal que comme des formules spécifiques pour faire de la recherche. L'objectivité de la science, qu'un naïf observateur admet comme intégrante du processus, s'évapore dès qu'il y a formulation d'hypothèses. L'émission d'hypothèses dépend du savoir existant, de l'opinion et des ressources du chercheur. La mauvaise conduite en science, les comportements douteux. Les comportements douteux sont très anciens. Je vais citer l'exemple de Louis Pasteur. Pour les travaux qu'il avait faits sur la rage et l'anthrax, il avait fait des déclarations qui ne sont pas vraies. Il avait dit qu'il avait élaboré lui-même une certaine technique qui lui a permis, par exemple, de traiter l'anthrax. Mais en fait, il avait piqué ça à son rival du moment, qui était Henri Toussat. Mais il ne l'a jamais admis. Il n'est pas le seul. Il y a une autre célébrité aussi. Donc c'est Pasteur. Il y a aussi Millikan, Robert Millikan, qui a calculé la charge de l'électron. Il a fait plusieurs expériences et certaines expériences n'étaient pas du tout conformes à ce qu'il espérait. Donc il en a fait d'autres. Et après, il a publié le résultat et tout en disant qu'il a donné au public tous les résultats de toutes les expériences. Il avait menti. Il a caché un grand nombre d'expériences qui n'étaient pas en faveur de sa pensée. Et donc ici, le problème n'est pas que Millikan ait caché ou occulté les résultats de certaines expériences. On a le droit, et personne ne va lui reprocher d'avoir fait des expériences et de ne pas en avoir parlé. Certains soutiennent qu'il n'a fait qu'exercer son jugement scientifique. La réalité, c'est qu'il a menti parce qu'il a dit qu'il a présenté à la communauté toutes les expériences. Ça, c'est une mauvaise conduite. Pourtant, c'est lui qui défend l'idée que la science ne doit pas, ce que je disais tout à l'heure,
la science ne doit pas a priori s'embrigader dans une réflexion. Bon, les incidences de la mauvaise conduite en science, elles sont nombreuses. Certaines essaient de les minimiser, mais quand la science est sujette à des controverses, ça peut avoir une influence majeure. Alors, je vais citer seulement le prix Nobel Salvador Luria. Il a dit le fait de tricher en science, c'est une pathologie. Il soutient que la personne qui se prête à ce jeu doit avoir un problème sérieux, psychologique. Il y a un autre prix Nobel, c'est Luria, et un autre prix Nobel qui est Brenner, tous des biologistes. Il critique, lui, la hiérarchisation dans les laboratoires. Il condamne les rapports entre le grand chef du labo et les chercheurs. Il n'y a pas de communication. Donc il cite l'exemple d'un chercheur qui trouve quelque chose, mais qui se trompe. Mais quand il la présente au chef, le chef trouve que c'est bon. Alors il va lui dire, oui, maintenant tu vas faire cette expérience, tu vas découvrir ça, et probablement ça, et ça. Et le chercheur, il va continuer, et il va aller abonder dans cette direction-là. Et à l'arrivée, on a de la mauvaise science. Bon. Une définition de la mauvaise conduite. Alors là, c'est quoi la mauvaise conduite en science? C'est très très compliqué, parce qu'il est très difficile de discerner le mauvais comportement de l'erreur humaine. Alors les Américains en particulier, eux, se sont penchés sur cette question et ont pu définir des définitions donc, qui vont distinguer ce qui est acceptable de ce qui n'est pas acceptable. Bertrand Russell s'est interrogé si les comportements donc, à imputer à un défaut de morale ou à un manque d'intelligence. Et il rappelle aussi que nous savons très peu sur l'éradication des défauts moraux et des comportements non conformes. Donc nous ne pouvons pas soigner les défauts moraux, on peut améliorer l'intelligence des gens par l'éducation. En les éduquant, on va avoir un effet secondaire qui sera au moins la diminution des mauvais comportements. Je vais m'arrêter là. Il y a un exemple de définition qui est proposé par la NSF américaine sur la mauvaise conduite en sciences. Donc, ils définissent ce que c'est que la fabrication, la falsification, le plagiat, mais cela a fait l'objet déjà de discussions. Alors, une des sources les plus fréquentes d'erreurs est de prétendre expliquer avec la raison des actes dictés par des influences affectives ou mystiques. Le travail de collaboration, j'aime bien ça. Quand deux sages confrontent leurs idées, ils en produisent de meilleures. Le jaune et le rouge mélangés produisent une autre couleur. C'est un proverbe tibétain. En conclusion, il n'y a rien de fondamental mauvais dans la conduite de la science. Cela dépend des individus. Et donc là, je cite des références. Il y en a une en rouge. Je vous remercie.